Le deuxième jour. Le deuxième jour de notre mariage, je n'ai pas servi le dîner à ma belle-sœur, qui était scotchée à son téléphone, et mon mari m'a immédiatement giflé au visage. J'ai instantanément lâché la cuillère de service contre la marmite de ragoût brûlant, et, d'une voix glaciale, j'ai dit, si quiconque dans cette maison ose à nouveau poser un doigt sur moi, je transformerai cet endroit en une scène de crime. Je n'étais belle-fille dans cette maison que depuis moins de 2 jours, mais j'avais déjà tout compris. Certains mariages ne prennent pas des années pour révéler leur vraie couleur. Il suffit d'un dîner, d'un regard, d'un mot apparemment insignifiant pour ternir l'éclat des douces promesses, les exposant comme une simple couche de culpabilité bon marché. Cette nuit-là, l'atmosphère de notre mariage flottait encore dans la maison coloniale de 3 étages, située dans une rue calme d'une banlieue aisée de São Paulo. Dans le salon, les banderoles juste marides, et les cartes de vœux, n'avaient pas encore été retirées. Les arrangements floraux commençaient à se faner, mais exhalaient encore un léger parfum sucré. J'étais dans la cuisine, tenant une lourde marmite, en fonte remplie de ragoût, que je venais de retirer du feu. Des gouttes de sueur perlaient sur mon front. La table était presque mise. Il ne restait plus qu'à disposer les assiettes et les couverts. Dans la salle à manger, mon mari Cassio siégeait en bout de table. À sa droite, se trouvait sa mère, Magnolia, et à sa gauche sa sœur cadette, Laetitia. Laetitia était assise, les jambes repliées sur sa chaise, les yeux rivés sur son iPhone. Elle portait un écouteur et regardait une émission de télé, réalité ou un TikTok. Des rires en boîte stridents s'échappaient de son téléphone, grinçant à mes oreilles et provoquant une irritation silencieuse. Au moment où je posais, lourde marmite sur un dessous de plat au centre de la table, la voix froide et tranchante du Cassio résonna. « Alessia, tu es aveugle ?» Je me figeai et me tournai vers lui. Le visage de Cassio s'était assombri, ses sourcils froncés comme si j'avais commis un crime indicible. Je demandai, en essayant de garder une voix ferme. « Qu'y a-t-il, chérie ?» Cassio pointa Letícia do doigt. « Tu n'y vois pas que Letícia est assise ? Tu ne peux pas lui servir une assiette ?» Je suivis son regard. Laetitia était assise juste à côté de l'endroit où j'avais posé la nourriture. Tout ce qu'elle avait à faire était de tendre la main pour se servir, mais elle restait totalement indifférente. Ses pouces faisaient défiler l'écran comme si rien de ce qui se passait dans la maison ne la concernait. Je dis lentement, la marmite est juste à côté de Laetitia. Je pense qu'elle peut se servir, elle-même. Cassio frappa sa cuillère contre la table. Le claquement sec figea l'air de la pièce. Tu penses ? Il tordit ses lèvres en un sourire sarcastique. Tu es dans cette maison depuis 2 jours et tu discutes déjà avec moi en disant je pense ? Je le regardai et quelque chose commença à bouillir lentement en moi. Hier encore, cet homme même tenait ma main devant tous nos invités, promettant de me respecter, de m'aimer et de construire une vie magnifique avec moi. Et, aujourd'hui, pour une simple assiette, son ton changeait comme si nous étions de parfaits étrangers. Ma belle-mère intervint doucement. Sa voix, comme toujours, était mielleuse. Allons, allons, vous venez de vous marier. La pauvre petite n'est pas encore habituée à notre façon de faire. Alessia, ma chérie, sers une louche de ragoût à ta belle-sœur. C'est ainsi que nous procédons ici. L'épouse prend soin de la famille. C'est ce qui est juste. Elle parlait avec douceur, mais son regard disait tout le contraire. C'était le regard de quelqu'un habitué à donner des ordres avec tant de sucre qu'un refus semblait impossible. Je me mordis la lèvre, prit un bol et servis d'abord Magnolia. Elle accepta, hocha la tête et esquissa un sourire presque imperceptible. Oui, c'est la belle-fille accomplie, dont j'ai besoin. Puis je servis Cassio. Son expression s'adoucit légèrement, comme s'il venait de gagner une petite mais satisfaisante partie d'échecs. Quand je posai le bol devant Laetitia, elle regarda l'assiette et fronça les sourcils. C'est tout ? Je meurs de faim. Je levai les yeux vers elle. Elle disait cela avec un tel naturel, comme si j'étais né pour satisfaire ses moindres caprices. Je repris le bol et ajoutai une demi-louche. Ce n'est qu'alors qu'elle m'offrit un sourire condescendant. Merci, belle-sœur. Mais, ses yeux ne quittèrent jamais son téléphone. Je m'assis à ma place. La nourriture devant moi fumait encore, mais une boule se forma soudain dans ma gorge. Tout le monde commença à manger. Cassio prit une bouchée de viande, mâcha, et rendit son verdict, la prochaine fois, ne mets pas autant de sel. Ma famille n'aime pas la nourriture salée. Ma famille n'aime pas la nourriture fade, répondis-je doucement. Eh bien, tu n'es plus dans ta famille, rétorqua-t-il. Un moment plus tard, Magnolia reprit la parole. Alessia, combien de jours de congé as-tu pris pour le mariage ? 10 jours plus 2 week-ends, soit 14 au total, répondis-je. Elle hocha la tête. Eh bien, ce n'est pas mal. Durant ces semaines, tu pourras t'installer et apprendre à gérer les tâches ménagères. Cassio reprendra bientôt le travail.
Je ne rajeunis pas, et Laetitia est occupée par son master. Il semble que tous les devoirs domestiques vont retomber sur tes épaules. Je relevai la tête. Oui, mais quand mes congés seront finis, je devrais retourner au bureau. Mon équipe est en plein lancement d'un projet énorme. Je ne peux pas m'absenter longtemps. La cuillère de Cassio s'arrêta à mi-chemin de sa bouche. Il me fixa. Retourner au travail? Je fus surprise. Oui, nous en avons parlé avant le mariage. Cassio ricana. Avant le mariage, c'était avant le mariage. Maintenant, tu es ma femme. Les choses doivent changer. J'entendis distinctement mon cœur rater un battement. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il s'adossa à sa chaise. Sa voix était d'une indifférence effrayante. Je veux dire que je veux que tu démissionnes. Ou que tu demandes un temps partiel moins stressant, ou que tu arrêtes complètement. Reste à la maison et occupe-toi de la famille. Ma mère vieillit. Laetitia a ses études. J'ai un emploi corporatif très stressant. Cette maison a besoin d'une femme qui sache s'occuper des choses. Je le regardai, hébété, croyant avoir mal entendu. Tu me demandes de démissionner? Cassio répondit calmement, oui, ton travail exige des heures supplémentaires constantes. Tu rentres tard. Ce n'est pas approprié pour une femme mariée. Quel genre de vie de famille est-ce là? Je posai mes couverts. Mes mains étaient glacées. J'ai consacré 5 ans à cette carrière. Je suis sur le point d'être promu chef d'équipe. Pourquoi me forces-tu soudain à démissionner? Avant que Cassio ne puisse répondre, Laetitia intervint, tenant toujours son téléphone. Je pense que Cassio a raison. Une femme, une fois mariée, doit se concentrer sur son foyer, pas disparaître toute la journée dans un bureau. Qui va cuisiner? Qui va s'occuper de mon frère? Qui va porter et élever les enfants plus tard? Je me tournai vers elle. Elle paraissait si jeune avec son maquillage à la mode et ses ongles décorés. Pourtant, les paroles qui sortaient de sa bouche étaient imprégnées de stéréotypes étouffants et obsolètes. Magnolia ajouta lentement, ne pense pas que je suis démodée, ma chérie. Mais, le vrai bonheur d'une femme réside dans une famille forte et un foyer accueillant. Peu importe la qualité de ta carrière, si tu ne peux pas créer de la chaleur chez toi, tu ne seras pas heureuse. Je sentis les coins de mes lèvres trembler. J'essayais de parler calmement. Je n'ai jamais cru qu'avoir une carrière et une famille étaient exclusifs. Je peux trouver un équilibre. Cassio lâcha un rire froid. Comment vas-tu le trouver? Accroché à ton ordinateur toute la journée, partant tôt et rentrant tard. Alessia, laisse-moi être direct. Cette maison n'a pas besoin d'une épouse qui est constamment dehors à socialiser. J'ai besoin d'une femme qui sache s'occuper de son mari, de sa belle-mère et qui connaisse ses devoirs. Ces deux mots, ses devoirs, tombèrent sur la table comme des pierres lourdes. Je regardais l'homme face à moi. C'était le même visage en qui j'avais eu confiance, l'homme que je considérais comme mon port d'attache pour le reste de ma vie. Mais un jour, seulement après notre mariage, le masque de tendresse s'était fissuré, révélant un étranger, froid, dominateur et tyrannique. Je pris une profonde inspiration, et entendis ma propre voix, basse mais cristalline, et si je refuse? Le silence tomba sur la table. Cassio me fixa. Ses yeux s'assombrirent. À cet instant, je sus que ce dîner n'était plus seulement un dîner. L'atmosphère devint pesante. Cassio me regardait comme si j'avais commis un péché impardonnable. Une minute plus tôt, j'essayais encore de me convaincre que c'était juste notre première dispute de jeunes mariés. Que si j'expliquais les choses clairement, il comprendrait. Mais ses yeux me disaient que la compréhension n'avait jamais été une option. Il ne voulait qu'une soumission absolue. Cassio appuya ses mains sur le bord de la table. Sa voix était comme de la glace. Si tu refuses, tu devras assumer les conséquences. Je l'ai dit. Cette maison ne tolérera pas une épouse qui disparaît du matin au soir, négligeant son mari et sa famille. Je serrai ma fourchette plus fort. Je n'ai négligé personne. Je veux juste continuer à travailler. Avant le mariage, tu as dit que tu respectais cela. Cassio dédaigna. Tu as vraiment cru à tout ce qui a été dit avant le mariage? C'était avant. C'est maintenant. Ces paroles furent comme une gifle invisible en plein visage. J'entendais mon cœur battre dans ma poitrine, un mélange d'agonie pure et de rage. Je découvris que toutes les fleurs qu'il avait envoyées à mon bureau, toutes les fois où il m'avait attendu, sous la pluie après mes services tardifs, toutes les promesses de poursuivre mes passions, tout cela n'était qu'un appât pour m'emprisonner dans ce mariage. Magnolia posa son assiette. Sa voix était basse, mais chaque mot était aussi tranchant qu'un rasoir. Alessia, ne sois pas têtue. Les femmes ne rivalisent pas pour des postes. Elles rivalisent pour voir qui a le meilleur mari et la famille la plus solide. Tu es encore jeune. Démissionne pour quelques années,
Fais des enfants, mets de l'ordre dans la maison, et ensuite tu verras. Il ne sera pas trop tard. Je me tournai vers elle. Magnolia, c'est facile pour vous de dire ça. Mais c'est moi qui perds mon emploi. Et c'est moi qui risque mon avenir. Les visages du Magnolia s'assombrissent. C'est ainsi que tu parles à ta belle-mère. Je pris une grande inspiration. Je ne voulais pas me disputer avec elle, et encore moins transformer le dîner en champ de bataille. Mais, chaque mot qu'il prononçait me poussait un peu plus vers le bord du gouffre. Laetitia, le menton appuyé sur la main, sourit avec dédain. Pourquoi es-tu si tendu? Notre famille a beaucoup d'argent. Tu n'as pas besoin de te tuer au travail. Si j'étais toi, je serais radieuse. Je me tournai et la regardai dans les yeux. C'est ton avis, pas le mien. Les yeux de Laetitia brillèrent de colère. Cassio, tu as entendu comment elle vient de me parler? Cassio bondit. Sa chaise vola en arrière, percutant le parquet. Il contourna la table et s'arrêta juste devant moi. Son ombre immense planait sur moi, étouffante. Il siffla entre ses dents serrées, je te le dis pour la dernière fois. Après tes congés, tu iras à ton bureau et tu donneras ta démission. J'ai déjà tout prévu. Tu restes ici, tu cuisines, tu t'occupes de ma mère et de Laetitia. Ensuite, nous nous concentrerons sur les enfants. C'est ton travail. Maintenant. Je renversai la tête en arrière et le regardai droit dans les yeux. Et quand est-il de ma vie? Cassio fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu as dit? Je répétai plus clairement cette fois, et qu'en est-il de ma vie? J'ai étudié et travaillé pendant des années, me battant pour quelque chose, pour finir comme domestique dans ma propre maison après le mariage? Le visage de Cassio se crispa. J'ai vu sa mâchoire se contracter, et ses poings se serrer. Magnolia intervint précipitamment. Silence, silence, les enfants, calmez-vous. Alessia, ne dis pas des choses pareilles. Quel marié n'apprend pas à gérer un foyer en se mariant? Je lâchai un rire sec. Pour la première fois depuis que j'étais entré dans cette maison, je n'avais plus envie de garder le masque de la politesse. Apprendre à gérer une maison est une chose. Être forcé de démissionner de mon travail et laisser quelqu'un d'autre décider. De mon avenir nestune autre, Magnolia. Cassio s'approcha de mon visage. Sa voix était étouffée par la rage. Ne sois pas arrogante. Si tu ne le fais pas par la manière douce, ne t'étonne pas si nous passons à la manière forte. Je me levai. La distance entre nous n'était plus que de quelques centimètres. Mon cœur battait la chamade, mais mon esprit était étonnamment lucide. Je n'ai pas besoin de manière douce ou forte. J'ai besoin que tu comprennes une chose. Je ne suis pas quelqu'un dont tu peux planifier la vie à ta guise. Laetitia frappa la table de sa main. Quelle vache arrogante. Deuxième jour de mariage et tu réponds déjà à ton mari et à sa mère. Waouh, quelle chance nous avons avec toi, hein? Je me tournai vers elle. Chance ou pas, nous allons bientôt le découvrir. À cet instant, Cassio pointa violemment la marmite de ragoût. Très bien. Tu te crois si maligne? Alors vas-y, tout de suite. Serre un autre bol de ragoût à Laetitia, puis serre tous les autres. Je veux voir combien de temps tu resteras têtu. Je suivis sa main. Le ragoût fumait encore. Le dîner était pratiquement intact. Mais à mes yeux, tout avait changé. Ce n'était plus une table à manger. C'était une arène où ils essayaient de briser ma volonté par des exigences mesquines, des violences verbales et de prétendues valeurs familiales. Je parlais lentement, accentuant chaque mot. Laetitia a des mains. Ta mère a des mains. Tu as des mains. Personne ici n'est handicapé. Toute la pièce se figea. Le visage de Cassio devint pourpre. Je savais que j'avais touché son ego, un ego constamment nourri par le soutien indéfectible de sa mère et de sa sœur. Magnolia ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais Laetitia bondit et pointa son doigt vers moi. Fais attention à ce que tu dis, je ne la regardai pas. Je n'y fixai que Cassio. Et à cet instant, j'y vis, clairement dans ses yeux non seulement de l'agacement, mais la rage pure d'un homme habitué à tout contrôler. Face à une résistance pour la première fois, je compris que cela n'allait pas se terminer par de simples paroles. Je sus alors que, dès ce dîner, mon mariage venait officiellement de basculer d'une falaise. Sans retour possible. Cassio me fixa à bout portant. Son regard semblait vouloir me transpercer. Je ne l'avais jamais vu aussi ouvertement agressif. La tendresse, l'attention, la capacité à dire les mots justes en laquelle j'avais cru un jour tout avait disparu sans laisser de traces, ne laissant qu'un homme qui voulait gagner à tout prix. Il siffla entre ses dents. Alessia, répète ça. Je restais parfaitement immobile, consciente de chaque battement de mon cœur, mais ma voix était étonnamment ferme. Personne dans cette maison n'a les bras cassés. Quiconque veut manger peut se servir. Je suis ta femme, pas une servante pour ta famille. I know. Magnolia frappa la table. Sa voix monta d'un ton. Comment oses-tu
Tu viens d'entrer dans cette famille et tu agis avec cette arrogance. Laetitia vibrait, pratiquement de rage, le visage rouge. Cassio, elle manque de respect à toute notre famille, et tu vas rester là sans rien faire? Je me tournai vers Laetitia. Depuis le début du dîner, elle n'avait pas touché à la cuillère de service une seule fois, elle ne s'était même pas servi un verre d'eau, mais elle parlait comme si elle avait été profondément lésée. Je ricanai, j'ai seulement dit la vérité. Cette famille entière a décidé de transformer le simple acte de servir un bol de soupe en un test doyauté pour me forcer à plier le genou. C'est ça. Cassio fit un pas de plus. Il était si près que je pouvais voir les veines saillantes de son cou. Il cracha chaque mot, tu crois que c'est toi qui commandes ici? 2 jours et tu essaies déjà de marcher sur ton mari. Je gardais la tête haute. Je n'essaie de marcher sur personne. Je refuse. Simplement de tomber à genoux. À cet instant, la pièce explosa. Laetitia me pointa du doigt à nouveau. Maman, tu as vu ça? C'est juste une moins que rien sans éducation. Magnolia pâlit et se tourna vers Cassio. Mon fils, regarde-la. Je t'avais dit que cette fille était trop têtue. Si tu ne la remets pas à sa place dès le début, elle ne respectera jamais personne. Je la regardai et un frisson me parcourut l'échine. J'avais pensé que ma belle-mère était une femme calme et diplomate. Je comprenais maintenant que sa douceur n'était pas une manifestation d'amour, mais le déguisement d'une forme plus sophistiquée de manipulation. Cassio se tourna vers la marmite de ragoût et aboya. Très bien, tu ne veux pas servir la nourriture, sers le ragoût. Je ne bougeai pas d'un pouce. Il pointa son doigt vers moi. J'ai dit, sers le ragoût à Laetitia. Je répondis. Si elle veut manger, elle peut se servir elle-même. Le rire strident de Laetitia déchira l'air. Tu crois que tu es encore une petite princesse Cheta. Maman? Je me tournai vers elle. Non, mais je sais avec certitude que je ne suis pas une servante chez mon mari. À cet instant précis, le bras de Cassio partit brusquement. Tout alla trop vite. Je n'aperçus qu'un éclair de sa main devant mes yeux, suivi d'un claquement sec et sonore qui brisa la tension de la pièce. Ma joue gauche explosa de douleur. La force de la gifle me fit trébucher, mes oreilles bourdonnaient, ma vision s'obscurcit pendant quelques secondes. Je restai cloué sur place, une main agrippant le bord de la table pour ne pas tomber. C'était comme si on m'avait jeté un seau d'eau glacée sur la tête. Je ne pouvais pas y croire. L'homme qui tenait ma main hier devant nos 2 familles venait de me frapper au visage sans une seconde d'hésitation, juste devant sa mère et sa sœur. Cassio resta dans la même position, le torse haletant. Je te le dis pour la dernière fois, sers le ragoût. Lentement, je tournai mon visage vers lui. La moitié de mon visage me brûlait. La douleur était si intense qu'elle commençait à s'engourdir, mais j'avais encore plus mal à l'intérieur. Quelque chose s'était définitivement brisé. Il n'y avait plus de doute possible. Aucun regret, aucune envie de me mentir. Cet homme ne m'aimait pas. Cette maison ne m'avait pas accepté. Tout ce qu'il voulait, c'était un accessoire obéissant, qui serve, se taise et endure tout. Magnolia feignit l'horreur. Mon Dieu, Cassio, pourquoi frappes-tu ta femme à l'intérieur de la maison? Mais elle se contenta de dire cela, sans faire le moindre mouvement pour venir voir comment j'allais. Laetitia, en revanche, réagit différemment. Ses yeux s'écarquillèrent. Elle me regarda, puis regarda son frère, et ses lèvres s'étirèrent en un sourire satisfait. Elle l'a mérité, murmura-t-elle. Mais je l'entendis clairement. Je lâchai la table et me redressai lentement. Je ne pleurais pas. C'était étrange. À cet instant, je ne pouvais pas pleurer. Peut être que quand quelqu'un vous blesse aussi profondément et ouvertement, les larmes deviennent inutiles. Je touchai ma joue. 5 marques de doigts brûlantes étaient imprimées sur ma peau. Je demandai très bas. Tu viens vraiment de me frapper? Cassio me regarda, sans montrer le moindre remords. J'ai frappé pour que tu te réveilles. Dans cette maison, tu dois savoir qui a le dernier mot. J'ai hoché la tête. Oui, je me suis réveillé. Je me suis détourné et j'ai marché vers la cuisine. Derrière moi, la voix moqueuse de Laetitia résonna. Si tu avais écouté dès le début, ça n'aurait pas fait si mal. Je ne répondis pas. J'allai droit dans la cuisine et m'arrêtai devant la cuisinière. La vapeur chaude de la nourriture persistante me piquait les yeux. Je regardais mon reflet dans la vitre sombre de la porte du micro-ondes. Ma joue gauche prenait déjà une teinte pourpre violente. À cet instant, je cessais d'être une jeune mariée. J'étais juste une femme qui venait d'être arrachée violemment à une illusion. Je restais dans la cuisine, les 2 mains appuyées lourdement sur le plan de travail en granit froid. Les bruits de la salle à manger me parvenaient. Le léger tintement des couverts, le raclement d'une chaise qu'on repousse, le petit rire étouffé de Laetitia. Tout cela transperçait mon cerveau comme de petites aiguilles. Ma joue était en feu. Ça faisait tellement mal que même
Cligner des yeux envoyait des décharges de douleur dans mon visage. Mais ce qui me glaçait n'était pas la douleur physique. C'était la prise de conscience que je venais de voir le vrai visage d'une famille entière. Allez, serre-nous. Qu'est-ce que tu attends en restant planté là? Cria la voix de Cassio. Je ne me tournai pas. J'écoutais simplement sa voix. J'entendis ce ton de commandement familier, comme si le fait qu'il vienne de me frapper était tout à fait normal. Je demandai très doucement, tu ne penses pas avoir franchi la ligne? Cassio rit froidement. Si tu avais agi correctement, rien de tout cela ne serait arrivé. Je serrai le bord du comptoir. Soudain, je compris. Pour des gens comme lui, le bien et le mal ne signifiaient rien. Tout ce qui comptait, pour lui, c'était la soumission. Magnolia s'avança jusqu'à l'entrée de la cuisine. Sa voix était assez forte pour montrer qu'elle essayait de jouer le rôle de pacificatrice. Ça suffit, les enfants. Il faut avancer pas à pas. Alessia, tu es trop têtue. Ton mari a un tempérament fort. Si tu avais simplement cédé, on n'en serait pas arrivé là. Je tournai la tête et la regardai. Magnolia, vous me dites de céder? Aujourd'hui, je cède mes paroles. Demain, je cède une gifle. Et après-demain, je cède ma vie entière. Magnolia se figea. Elle ne s'attendait probablement pas à ce que je sois si direct. Depuis la salle à manger, Laetitia dédaigna, tu agis comme si tu étais la victime ici. Personne ne te frappe sans raison. Tu t'es comportée comme une gamine capricieuse et tu as reçu une leçon. C'est aussi simple que ça. Je lâchai un rire, bas, mais si tranchant que les trois se figèrent. Alors, dans cette maison, frapper sa femme s'appelle donner une leçon? Le visage de Cassio s'assombrit. Fais attention à ce que tu dis. Je retournai lentement vers la salle à manger. Les trois pères Dieu suivirent mes mouvements. Chaque pas que je faisais était délibéré, confiant. Je m'arrêtai à la table. Cassio frappa à nouveau la table de sa main. Alessia, je ne reculais pas. Étrangement, après cette gifle, la peur en moi s'était transformée en cendre. Tout ce qu'il restait était une lucidité froide et cristalline. Je le regardais, droit dans les yeux. Écoute-moi attentivement. Ce n'est pas parce que je recule que j'ai tort. Ce n'est pas parce que je suis silencieuse que j'ai peur. Cette gifle était la première et la dernière fois que tu poseras les mains sur moi. Laetitia bondit. Tu oses encore élever la voix? Je détournai mon regard vers elle. Et à partir de cet instant, tu vas arrêter de me parler comme si tu donnais des ordres. Je n'ai aucune obligation de te servir. Voyant la situation lui échapper, Magnolia reprit son ton le plus doux. Alessia, ma chérie, ne perds pas ton calme. Je sais que ça fait mal, mais tu viens de rejoindre notre famille. S'il y a des choses auxquelles tu n'es pas habitué, tu t'adapteras avec le temps. Tous les couples ont des désaccords. Je la regardais, et mes entrailles se transformèrent en glace. Si je n'avais pas tout vu de mes propres yeux, j'aurais pu être trompé par sa façade gentille un peu plus longtemps. Je répondis, un désaccord, c'est quand les deux côtés ont des torts. Là, c'est juste vous qui essayez de me briser. Cassio fit un pas en avant, avec l'intention manifeste de m'arrêter, physiquement. Mais cette fois, je reculais, gardant mes distances, mes yeux fixés dans les siens. J'énonçais clairement. Ne t'approche pas de moi. C'est, peut, être mon ton qui le fit hésiter. Non pas parce qu'il réalisait qu'il avait tort, mais parce qu'il voyait que je n'étais plus la fille qui était entrée chez Laïhir. Je sortis mon téléphone de ma poche. L'écran s'illumina dans ma paume. Cassio fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu fais? J'ouvris l'application appareil. Photo, passai en mode selfie et vis clairement les 5 marques de doigts sur ma joue. La peau était rouge et commençait à enfler. Je pris une photo, puis une autre. Les yeux de Laetitia s'écarquillèrent. Pourquoi tu prends des photos? Sans lever les yeux, je répondis, des preuves. Un silence de mort emplit la salle. Je relevai la tête et regardai Cassio. Regarde bien mon visage, maintenant, car à partir de cet instant, quoi que tu me dises, quoi que tu me fasses, je ne le laisserai pas disparaître sans laisser de traces. L'expression « de Cassio changer », Magnolia perdit aussi sa contenance. Je savais cassette. Instant, il réalisait enfin que je ne pourrais pas être intimidée pour rester silencieuse, et je compris avec la même clarté que cette guerre ne faisait que commencer. Après avoir pris les photos, j'ai verrouillé mon téléphone et je les gardais en main. La salle était plongée dans un silence sépulcral. Cassio se tenait devant moi, son expression oscillant entre la colère et la perplexité, pour finir sur une moue sombre, comme s'il avait reçu une douche froide. Il ne s'attendait manifestement pas à ce que j'aille aussi loin. Il était habitué à donner des ordres et à voir les gens obéir. Il était habitué à ce que sa famille s'empresse de le servir après ses accès de colère. Me voir documenter calmement son abus l'avait totalement désarçonné.
Magnolia parla la première. Sa voix essayait encore de se vouloir apaisante, mais la tension sous-jacente était palpable. Alessia, qu'est-ce que cela signifie? Le linge sale se lave en famille. Qui prend des photos de quelque chose comme ça? Je la regardais. Justement parce que c'est du linge sale, Magnolia, c'est pour ça que je dois le documenter. Pour que plus tard, personne ne puisse dire que j'ai tout inventé ou que je suis juste tombé. Laetitia tordit les lèvres. Tu es juste dramatique. Tout ce foin pour une petite tape, on dirait que tu as été battu à mort. Je me tournai vers elle. Une gifle suffit à me montrer exactement où j'ai atterri. Cassio prit une profonde inspiration et lâcha un ricanement. Très bien. Tu veux transformer ça en tempête? Non, répondis-je immédiatement. Je n'ai rien transformé en tempête. C'est toi qui as porté le premier coup. Il plissa les yeux. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je me tins droite et le regardai. Sans ciller. Je veux que tu t'excuses. Laetitia explosa de rire comme si elle venait d'entendre la blague la plus drôle du monde. Tu peux toujours attendre, ma jolie. Magnolia fronça profondément. Les sorcius. Alessia, ne pousse pas trop loin. Cassio s'importe, tu agis. Comme une gamine têtue. J'ai perdu mon calme. Nous venons de nous marier. Pourquoi fais-tu une tempête dans un verre d'eau? Je répondis, découpant chaque mot, je ne fais de tempête de rien du tout. C'est vous qui essayez de minimiser quelque chose qui n'est pas un détail mineur. Cassio tira une chaise et s'assit, non pas parce qu'il s'était calmé, mais pour reprendre sa position physique dominante. Il croisa les bras sur sa poitrine. Sa voix devint encore plus froide. Tu veux des excuses? Très bien. Eintex. Je me figeai une seconde, non pas parce que je le croyais, mais parce que je sentais le piège. Et comme prévu, il continua, mais d'abord, tu admets que tu avais tort. Demande pardon à ma mère. Demande pardon à Laetitia pour ton comportement de moins que rien, et ensuite promets que tu ne discuteras plus jamais avec ton mari devant la famille. Je le regardais, sentant soudain à quel point toute cette situation était incroyablement amère et risible. Je demandais, donc, tu me frappes et c'est encore moi qui dois m'excuser la première? Cassio répondit sans hésiter. Si tu ne m'avais pas provoqué, rien de tout cela ne serait arrivé. Maintenant, je comprenais parfaitement. Ce n'était pas qu'il ne savait pas qu'il avait tort. Il le savait, mais il voulait encore déformer la réalité pour que je devienne la coupable. Je déverrouillai mon téléphone. Je ne me rappelais même pas à quel moment exact j'avais appuyé sur enregistrer dans l'application mémo vocale. Probablement à la seconde où ma joue s'était enflammée, par pur instinct d'autopréservation. J'enregistrais et renommais le fichier dîner jour 2. Tandis que mes pouces glissaient sur l'écran, je dis « Continue ». Je t'écoute avec une attention toute particulière. Le visage de Magnolia changea instantanément. Tu enregistrais? Je levai les yeux. Oui. Laetitia pâlit. Tu es folle? Je ne la regardais pas. Non, j'apprends juste à me protéger. Cassio bondit de sa chaise. Efface ça tout. De suite. Je tins bon. Cette fois, je ne reculai pas. Ne me donne plus jamais d'ordre. Nos regards se croisèrent. Je vis dans son regard non seulement de la colère, mais la confusion paniquée d'un homme qui réalise soudain que sa proie refuse de jouer les victimes. Magnolia fit rapidement un pas en avant, essayant de me saisir le bras, mais je l'esquivai. Elle se figea et baissa la voix en un murmure âpre. Alessia, arrête ça. Crois-moi, tu ne fais qu'empirer les choses pour toi-même. Nous sommes une nouvelle famille. Si les voisins ou les parents l'apprennent, qui, penses-tu aura honte en premier? Je répondis, si vous étiez si préoccupé par la honte, Magnolia, vous auriez arrêté votre fils avant qu'il ne lève la main. Elle resta sans voix. Laetitia, paniquée, se tourna vers Cassio. Cassio, elle va vraiment garder ça. Et si elle l'envoie à ses parents? En entendant cela, mon sang ne fit qu'un tour. Je découvris que leur plus grande peur n'était pas de m'avoir blessé, mais que leur précieuse réputation en pâtisse. Je repoussai ma chaise et passai mon sac à l'épaule. Je pense que j'ai eu assez de dîner. Cassio me bloqua le chemin. Où crois-tu aller? Je le regardais. Dans ma chambre. Il grogna, je n'ai pas donné la permission. Je lâchai un court rire, un son qui me semblait tout à fait étranger. Pour aller dans ma propre chambre, j'ai besoin de ta permission maintenant? C'est la dite, j'y les contournaille. Cassio tendit la main pour m'attraper les bras, mais, se souvenant apparemment de l'enregistrement, il hésita une fraction de seconde. Cette fraction de seconde fut tout ce dont j'eus besoin pour passer devant lui, et me diriger vers les escaliers derrière moi. La voix pressée de Magnolia cria, « Alessia, attends. » Je n'ai pas fini. Je ne regardais pas en arrière. Je savais que si je restais là, une minute de plus, soit j'éclaterais en sanglots, soit je dirais quelque chose d'encore plus venimeux. Pour l'instant,
Ce dont j'avais le plus besoin, ce n'était pas de gagner une dispute, mais de me calmer et de planifier ma prochaine étape. Je montais les escaliers, serrant la bandoulière de mon sac si fort que mes jointures étaient blanches. Chaque pas me donnait l'impression de traverser un mélange d'humiliation et de profonde clarté. Je ne pleurais pas, du moins pas, avant que la porte de la chambre n'émette un déclic en se refermant derrière moi, coupant les cris, le vacarme de la vaisselle et la respiration lourdant basse. C'est alors que mes genoux flanchèrent. J'appuyai mon dos contre la porte et glissai lentement jusqu'au parquet froid. La chambre conservait encore l'atmosphère de notre nuit de noces. Les draps de mariée coûteux n'avaient pas encore été changés. Les cartes sur la commode étaient criardes. Les boîtes de cadeaux de mariage traînaient dans un coin. Mon bouquet de mariée reposait sur la coiffeuse. Tout cela ressemblait à une mauvaise plaisanterie. Hier encore, je pensais que cette chambre serait le début d'une nouvelle vie. Aujourd'hui, elle était devenue un refuge où je devais m'enfuir juste pour reprendre mon souffle. Je sortis mon téléphone et ouvris à nouveau la caméra frontale. Ma joue gauche était plus enflée et rouge qu'avant. Les 5 marques de doigts ressortaient de manière frappante sur ma peau, un rappel cruel que ce n'était pas un cauchemar, mais la réalité. Je pris encore quelques photos sous différents angles avec un meilleur éclairage et je les déplaçai dans un dossier sécurisé et caché. Ensuite, j'ouvris le mémo vocal et écoutai des extraits. La voix de Cassio, la voix de Magnolia, la voix de Laetitia. Chaque mot était limpide. Je sauvegardai tout sur mon cloud et envoyai une copie à Barbara, ma meilleure amie. Mon message fut court. Tu es libre? J'ai un grave problème. Barbara ne répondit pas immédiatement. J'imaginais qu'elle terminait encore sa journée à son bureau. Je verrouillai l'écran, appuyai ma tête contre la porte et essayai d'organiser mes pensées. Premièrement, sécuriser les preuves. Deuxièmement, garder mon emploi à tout prix. Troisièmement, ne leur permettre sous aucun prétexte de m'isoler dans cette maison. À peine y avais-je pensé que mon téléphone vibra. Ce n'était pas Barbara. C'était un e-message de mon patron, Henrique Vasconcelos. Mon cœur rata un battement. Le message était bref: Alessia, votre mari m'a appelé hier. Il m'a dit que vous prévoyez de démissionner après votre lune de miel. Je voulais juste confirmer directement avec vous. Je fixai l'écran, une nouvelle vague de froid me parcourant l'échine. Ainsi, Cassio n'en avait pas seulement parlé au dîner. Il avait commencé à agir avant même que je franchisse le seuil de cette maison. Il voulait couper mes voies de sortie pour faire de ma démission un fait accompli. Je l'appelai immédiatement. Dès qu'il décrocha, je lançai: Monsieur Vasconcelos, je suis désolé de vous déranger pendant votre soirée de repos. Je ne vais absolument pas démissionner, et je n'ai autorisé personne à discuter de mon emploi en mon nom. Le ton de mon patron devint sérieux. J'ai eu le sentiment que quelque chose n'allait pas, c'est pourquoi je vous ai contacté. Tout va bien, Alessia? J'hésitai 2 secondes. Je ne voulais pas déverser mon traumatisme personnel sur lui par téléphone, mais je ne pouvais pas tout cacher non plus. Je vais bien. Je gère simplement quelques affaires personnelles inattendues. Je voulais juste confirmer explicitement que je serais de retour au bureau juste après mes congés approuvés. Henrique répondit immédiatement: Entendu. Ne vous inquiétez pas pour cela ici. Dans cette entreprise, la seule démission que nous acceptons est celle qui vient directement de vous. Je lâchai un lent soupir. Oui, merci beaucoup. Je raccrochais, mais mes mains étaient toujours glacées. Si Henrique ne m'avait pas posé la question directement aujourd'hui, je n'aurais peut-être jamais réalisé à quel point Cassio avait profondément tout manigancé. Plus j'y pensais, plus ma gorge serrait. Cet homme ne voulait pas seulement contrôler ma vie. Il voulait systématiquement m'enlever tout ce qui me permettait de tenir debout toute seule. Soudain, quelqu'un martela la porte de la chambre. Alessia, ouvre. C'était la voix de Cassio. Je restais parfaitement immobile au sol. Il frappa plus fort. J'ai dit: Ouvre la porte. Je ne répondis toujours pas. Un instant plus tard, la voix de Magnolia s'y joignit, plus douce, mais non moins persistante. Alessia, ma chérie, ouvre la porte. Nous devons discuter. Tout ce qui se passe entre un mari et sa femme doit être résolu à huis clos. Ne faisons pas monter la tension. Je regardais la porte en bois, ma gorge sèche. Je savais que si j'ouvrais cette porte maintenant, il ne me donnerait pas une seconde pour réfléchir. Il me forcerait à parler, à admettre mes torts, à céder. Et une fois que j'aurais cédé cette fois, je céderais pour le reste de ma vie. Je me levai, marchai près de la porte, mais ne la déverrouillai pas. Je parlais assez fort pour être entendu de l'autre côté: Je ne veux pas discuter maintenant. Quand je serai prête, je vous préviendrai. À l'extérieur, il y eut un moment de silence, puis Cassio grogna: Arrête de faire ta gamine. Je fermai les yeux.
Ma main reposait sur le loquet, mais ma voix, quand je repris la parole, était incroyablement calme. Si tu continues de frapper à cette porte, je recommencerai à enregistrer. Un silence de mort s'installa de l'autre côté de la porte pendant plusieurs longues secondes. Puis, j'entendis les pas lourds de Cassio s'éloigner bruyamment. Peu après, j'entendis Magnolia essayer de le convaincre dans le couloir. D'en bas, la plainte irritée de Laetitia montait jusqu'à moi. La chambre redevint silencieuse. Je m'assis sur le bord du lit et regardai ma grande valise dans le coin. La moitié des vêtements n'avaient même pas encore été déballés depuis le week-end du mariage. Pour la première fois, je pensais qu'il valait peu être mieux les laisser exactement comme ils étaient. Je restai assise là pendant un long moment, fixant la valise à moitié déballée. Je l'avais apportée ici avec toute la foi naïve d'une fille qui venait de se marier. Je pensais que j'allais suspendre chaque robe dans le dressing, organiser chaque article sur les étagères, pas à pas, transformant cette maison en notre foyer. Maintenant, en la regardant, je n'y voyais que ma voix de sortie, silencieuse, attendant dans le coin mon signal. Mon téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était Barbara. Dès que je décrochais, elle me bombarda de questions. Où es-tu? Qu'est-ce qui s'est passé? Je viens de voir les photos. Qui t'a fait ça au visage? En entendant la voix de ma meilleure amie, ma gorge se noua. Je luttais pour garder une voix ferme. Je suis dans la maison avec mon mari. Barbara joue la voix sorte, puis baisse les tons. Est-ce ce qui s'escasse quitta? Fais ça? Oui, répondis-je. Un seul mot, mais il traînait toute la laide vérité à la lumière. Le dire à voix haute rendit ma poitrine incroyablement lourde parce que, jusqu'à cet instant, je n'avais pas osé admettre pleinement moi-même que mon mariage venait de s'engager sur une voie très sombre et terrifiante. Barbara resta silencieuse quelques secondes, puis demanda « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Je regardai la porte de la chambre. Je ne connais pas encore les étapes exactes, mais je ne vais pas rester assise à les laisser faire ce qu'ils veulent de moi. Barbara dit immédiatement « Si tu as besoin de venir dans mon appartement, ne reste pas là, bas seul trop longtemps. » Je fermai les yeux. J'y pense déjà. Mais comment partir alors que je dois planifier cela soigneusement? Barbara savait comment mon esprit fonctionnait, elle ne me pressa donc pas. Elle dit simplement « Souviens-toi d'une chose. N'efface rien. Les photos, les enregistrements, les messages. Garde tout, et, si tu te sens en danger ne serait-ce qu'une seconde, appelle-moi. Je le ferai. Répondis-je doucement. Après avoir raccroché, je restai assise. Les paroles de Barbara ne restent pas seules là, bas trop longtemps, résonnaient dans mon esprit. Je me tournai vers le dressing. D'un côté pendaient mes vêtements, soigneusement rangés. L'autre, ceux de Cassio. Il y a un jour seulement, en suspendant mes robes, je ressentais une paix profonde. Je pensais ouvrir un nouveau chapitre, sans m'attendre à ce qu'il commence par une gifle et des exigences délirantes. Je me levai, ouvris le tiroir de la coiffeuse et sortis une petite pochette, ignifugée que j'avais apportée de mon appartement. Elle contenait mon acte de naissance, mon passeport, mes documents d'identité, mes coordonnées bancaires, mon contrat de travail et quelques autres documents vitaux. Heureusement, j'avais toujours été méticuleuse et j'aimais garder mes papiers importants à portée de main. Je vérifiais tout dans l'ordre et les rangeais soigneusement dans la pochette. En faisant cela, je sentis mon esprit s'éclaircir. J'ouvris mon application bancaire, vérifiai mon compte courant, mon épargne, mes investissements. Tout était en sécurité. Je changeai immédiatement les mots de passe de ma banque en ligne, de mon email personnel, mis à jour le code de mon téléphone et vérifiai que l'authentification à 2 facteurs était activée. Une fois tout cela fait, le poids sur ma poitrine s'allégea légèrement. En bas, les bruits recommencèrent. On aurait dit qu'ils avaient fini de dîner. Le cliquis des chaises, l'eau qui coulait dans l'évier, puis Laetitia hurlant « Maman, tu peux apporter de la glace pour Cassio ou quelque chose comme ça? De la glace. » Ricanai-je. Cassio m'avait frappé, mais c'était lui que toute la famille s'unissait pour consoler. Pendant ce temps, mon visage lançait des élancements et, durant toute la soirée, aucun d'eux ne m'avait même demandé si j'allais bien. Je me rassis sur le lit, ouvris le mémo vocal et l'écoutai du début à la fin. Chaque fois que j'entendais la voix de Cassio, je sentais une autre couche d'illusion se dissoudre. J'avais l'habitude de penser que le mariage était un partenariat où 2 personnes se soutenaient dans les moments difficiles. Je découvrais que, pour lui, le mariage était simplement une licence pour posséder une femme. J'en étais arrivé à la partie de l'enregistrement où Laetitia dédaignait. Elle l'a mérité, quand mon téléphone sonna avec un message de ma mère. « Ma fille, faisons un appel vidéo ce soir. Ton père n'arrête pas de demander ce qu'il te donne à manger là, bas. » Je regardais les mots, mon cœur se serrant. Si ma mère voyait mon visage, elle saurait instantanément. Je ne voulais pas que mes parents l'apprennent à cet instant précis. Non pas parce que je protégeais
ma belle famille, mais parce que j'avais besoin d'une stratégie de sortie solide, avant de lâcher la bombe. Si mes parents paniquaient et accouraient ici, les choses pourraient dégénérer dangereusement. Je répondis, maman, je suis épuisé aujourd'hui. On s'appelle demain. Ma mère répondit presque instantanément, très bien, repose-toi, ma chérie. S'il se passe quoi que ce soit, dis-le-moi tout de suite. Je regardais le message et mes yeux me brûlèrent. Pendant tout ce dîner infernal, j'étais resté ferme, me sentant si endurci que je pensais mes émotions taries. Mais une simple phrase d'attention de ma mère fit piquer la base de mon nez. Je renversai la tête en arrière, respirant profondément, forçant les larmes à refluer. Ce n'était pas le moment de faiblir. Si je voulais sortir d'ici avec ma dignité intacte, je devais être plus maligne et plus froide que les trois réunis. Soudain, j'entendis des pas très légers dans le couloir. Ce n'était pas le pas lourd de Cassio ni la démarche délibérée de Magnolia. Je retins mon souffle et écoutai. Puis, une voix basse, mais distillant du venin, siffla juste contre ma porte. « Tu te prends pour quelqu'un, hein ?» C'était Laetitia. Je restais parfaitement immobile, sans faire de bruit. Elle resta là quelques secondes de plus, puis ajouta, « Attends un peu. Dans cette maison, on dresse vite les gens, comme toi. » Ses pas s'éloignèrent vers les escaliers. Je fixai la porte verrouillée, mon sang se glaçant. Il n'avait pas passé une seule seconde à réfléchir à leur acte. Il n'était obsédé que par l'idée de me faire plier, ce qui signifiait que je devais être absolument impitoyable. Je tendis la main, saisis la poignée de ma valise, la tirai jusqu'au bord du lit, et ouvris la fermeture éclair. L'odeur douloureusement familière de mon adoucissant monta vers moi. Hier encore, mes propres mains pliaient chaque vêtement que j'avais apporté ici, séparant soigneusement ce que je porterais à la maison, ce que je porterais au bureau, ce que je porterais pour visiter la famille. À l'époque, je pensais faire mes bagages pour mon avenir. Maintenant, je préparais ma fuite. Je ne déballais pas le reste. Au lieu de cela, je remballais de manière efficace. Je pris exactement ce dont j'avais besoin. Plusieurs tenues professionnelles, une tenue confortable pour me déplacer rapidement, ma pochette de documents, mon chargeur de téléphone, mon nécessaire de toilette de base, mes médicaments. À chaque article que je jetais dans le sac, mon esprit devenait plus affûté. Je le savais clairement maintenant. Une fois que j'aurais décidé de franchir cette porte, je ne devrais pas laisser le sentimentalisme me faire revenir en arrière. Mon téléphone vibra. Un message de Cassio, ouvre la porte. Je fixai l'écran. Quelques secondes, puis je verrouillai le téléphone sans répondre. Moins d'une minute plus tard, un autre message, ne pousse pas le bouchon trop loin, Alessia. Parlons comme des adultes. Je souris avec mépris. Il m'avait frappé. Il avait appelé mon patron pour saboter ma carrière. Sa famille entière m'avait encerclé comme une meute de loups. Et c'était moi qui poussais le bouchon trop loin. À leurs yeux, ma simple existence en tant que personne ayant des limites était une offense. Je ne répondis pas. J'ouvris l'application Notes et commençai à lister mes tâches. Sauvegarder toutes les preuves. Ne pas les laisser provoquer une réaction émotionnelle. Partir à la première occasion sécurisée demain matin. Coordonner avec Barbara. Trouver un avocat spécialisé en divorce immédiatement. Après avoir écrit, je relus les lignes et enregistrai. Je devais traiter cela comme un projet corporatif critique, refusant de laisser la douleur ruiner mon exécution. Car dans cette lutte, si je montrais le moindre signe d'hésitation, il l'exploiterait pour m'écraser. On frappa à nouveau à la porte. Cette fois, c'était Magnolia. Alessia, ma chérie, j'ai apporté de la glace et un analgésique. Je regardais la porte avec un goût amer en bouche. Si elle s'en souciait vraiment, elle aurait arrêté physiquement son fils avant qu'il ne lève le bras. La glace n'était là que pour montrer qu'elle n'était pas la méchante, lui donnant plus tard des arguments. Pour dire qu'elle avait essayé de s'occuper de moi. Je criai à travers le bois, je n'en ai pas besoin. Merci. Magnolia fit une pause, puis continua. Quoi qu'il soit arrivé, tu es notre belle-fille. Maintenant. Quoi que ce soit, discutons simplement calmement. Je sais que tu es sous le choc, mais une femme mariée doit apprendre à céder un peu pour maintenir la paix au foyer. Je fermai les yeux, serrant mon téléphone. Céder. Toujours céder. Céder mes mots, mes actes. Une agression physique, dis-je, sans crier, mais assez fort. Pour être cristalline. Si vous voulez vraiment la paix dans ce foyer, Magnolia, vous devriez apprendre à votre fils à garder ses mains pour lui. Le silence tomba dans le couloir. Après un moment, j'entendis les pas de Magnolia s'éloigner lentement. Je restai assise un moment, puis je me levai et allai dans la salle de bain principale. Dans le miroir, ma joue gauche s'était colorée d'un rouge sombre et furieux. Un léger gonflement s'était formé sur la pommette. J'appliquai un linge humide et froid dessus. Chaque contact envoyait une décharge de douleur,
mais la douleur me gardait alerte. C'était un rappel physique que cette journée ne pouvait pas être effacée par des excuses bidons. Je retournai dans la chambre. À peine assise, Barbara essaya de m'appeler en vidéo. Je refusai et envoyai, mon visage est très enflé. Parlons seulement. Par message. Elle répondit instantanément, peux-tu sortir de là? Oui, ta page, mais pas à cette seconde même. Dès que tu es prête, préviens-moi. Je conduis jusque là où je commande un Uber pour toi. Je regardai le message et mon cœur se réchauffa un peu. Au milieu de tout ce chaos, j'avais au moins quelqu'un inconditionnellement à mes côtés. Je répondis, d'un simple « d'accord ». Ensuite, j'ouvris mes contacts et fis défiler. Jusqu'à trouver Fabricio. C'était le mari de ma cousine et il travaillait dans le droit corporatif. Je ne l'appelais pas. Je fixai simplement son nom quelques secondes, le gardant pour demain. Quand les choses deviendraient inévitablement laides, j'allais avoir besoin de quelqu'un qui comprenne le système juridique. En bas, Cassio cria soudain quelque chose. Il était probablement furieux contre sa mère et sa sœur parce qu'elles n'arrivaient pas à me faire plier. J'entendis un choc sourd, comme quelque chose qu'on frappe contre un comptoir, suivi de Laetitia cherchant des excuses et des murmures étouffés et placides de Magnolia. Tout cela se mélangeait dans un brouhaha toxique et oppressant. Je restais assise dans la chambre à écouter, mon âme froide comme une morgue. Il y a moins de 48 heures, je pensais que cette maison était l'endroit où ma vraie vie commencerait. Maintenant, rien qu'à entendre leur voix, je ressentais une telle claustrophobie que j'avais envie de ramper par la fenêtre. Je vérifiai à nouveau le verrou de la porte et glissai ma valise sous le bord du lit. Je pris un grand sac et y fourrai le reste de mes documents essentiels et quelques objets de valeur. Je mis mon téléphone en silencieux, ne laissant que les appels de Barbara, de mes parents et de mon patron briser le mode ne pas déranger. Dehors, il faisait nuit noire. La lueur jaunâtre des réverbères pénétrait par les portes du balcon, projetant une forme pâle sur le tapis. Je m'assis sur le lit, regardant mes 2 bagages prêts, et ressentis soudain une vague de paix. Bizarre. La panique de l'après-midi était passée. Le choc qui faisait trembler, mes mains s'étaient dissipées. Ce qui l'avait remplacé était une détermination, froide et stérile. Je savais que j'avais déjà commencé à quitter ce mariage au moment où j'avais fermé la fermeture éclair de cette valise. Et je savais que, demain matin, ce serait la guerre. Cette nuit-là, je ne dormis presque pas. Je restais allongé sur le côté au bord du matelas, les yeux grands ouverts, fixant le plafond, analysant chaque craquement de la maison que j'avais appelée foyer pendant exactement un jour. Une porte qui se fermait en bas, les pas lourds de Cassio qui faisaient les 100 pas, les murmures intermittents et étouffés de Magnolia. Je n'arrivais pas à comprendre les paroles, mais je savais qu'il complotait. Je ne me souciais plus de ce qu'il disait. Je savais seulement qu'après cette gifle, nous étions dans des camps opposés sur un champ de bataille. Vers 23 heures, l'écran de mon téléphone s'alluma. Un autre message de Cassio, descends demain matin et parle correctement à ma mère. Je fixai le message. Un long moment, puis je verrouillai l'écran. Correctement. L'homme qui avait agressé sa femme et tenté de détruire sa carrière utilisait le mot correctement comme s'il était la voix de la raison. Je ne répondis pas. Entamer une guerre de messages tard dans la nuit n'aurait fait que m'entraîner à nouveau dans leur orbite d'abus émotionnel. Je me tournai, sur le côté, pris un petit carnet de notes dans mon sac et notai rapidement une chronologie. L'heure exacte du dîner, la discussion, les phrases dont je me souvenais qui avaient mené à la gifle et ce que tout le monde avait dit. Immédiatement après. Je ne voulais perdre aucun détail. J'en aurais peu, être besoin, ou peu, être pas, mais je devais documenter. Je refermai le carnet. Dehors, la rue de la banlieue était plongée dans un silence de mort. Je regardais la lumière jaune pâle sur le mur, me sentant vide. Hier, je rêvais de nuits tranquilles, rentrant du travail vers quelqu'un qui m'aimerait, construisant une vie basée sur le respect mutuel. Maintenant, tout ce que j'avais, c'était une hypervigilance. Je finis par m'assoupir aux premières heures du matin. Un peu après 6 heures, on frappa à la porte, ce qui me réveilla. « Alessia, réveille-toi, ma chérie. Viens prendre le petit déjeuner. Nous allons discuter. » C'était Magnolia. Je m'assis, vérifiai l'heure et regardai les valises à côté du lit. L'hésitation que j'avais ressentie la veille avait totalement disparu. Je savais que je n'allais pas descendre pour faire la paix. J'allais descendre pour écouter leurs dernières exigences, puis j'exécuterais mon départ. Je mis un pantalon simple et un chemisier, attachai mes cheveux en une queue de cheval serrée et regardai ma joue gauche dans le miroir. L'hématome passait à un violet tacheté, très visible. J'appliquai une fine couche de correcteur, mais cela ne servit à rien pour cacher le gonflement ou la forme de la marque de la main. Finalement, j'enlevai le maquillage et mis simplement un masque chirurgical bleu non par honte, mais parce que je refusais de les laisser voir à quel point ça faisait mal. À peine avais-je tiré ma valise au centre de la pièce que mon téléphone vibra. « Barbara, tout va bien ?»
Je répondis, je descends maintenant. Je te préviens quand il faudra agir. Barbara répondit instantanément, n'oublie pas d'enregistrer. Je fixai son message et hochai la tête pour moi-même. Oui, non pas parce que j'étais paranoïaque, mais parce que je comprenais maintenant que les agresseurs essaient toujours de réécrire l'histoire pour se faire passer pour des victimes. J'ouvris l'application mémo vocale, appuyai sur enregistrer et fourrai le téléphone au fond de la poche de mon gilet. Je déverrouillai la porte de la chambre. Le couloir du 2e étage était vide. D'en bas montait l'odeur du café frais, du bacon et des œufs. Je posai silencieusement ma valise hors de vue près du haut de l'escalier et descendis. Dès que j'entrai dans la cuisine à air ouverte, je vis Magnolia assise avec raideur au comptoir. Laetitia était affalée sur un tabouret de bar face à elle, sans même essayer de cacher son regard méprisant. Cassio était assis à la table, à manger formel dans la pièce d'à côté. Le côté de son visage était légèrement rouge, apparemment à cause d'une mauvaise nuit de sommeil, ce qui le faisait paraître à la fois irrité et pathétique. Personne ne m'offrit de café. Personne ne m'invita à m'asseoir. Ils me fixèrent. Simplement, attendant de voir jusqu'à quel point j'étais prête à ramper. Magnolia parla la première. Sa voix était lente, mesurée et autoritaire. « Assieds-toi. Je ne vais dire cela qu'une seule fois pour que nous soyons tous sur la même longueur d'onde. » Je tirai une chaise en face de Cassio et m'assis, le dos parfaitement droit, les mains croisées sur mes genoux. « Je vous écoute, Magnolia. » Elle me regarda de haut en bas, ses yeux se fixant sur le masque sur mon visage. Avant de dire, concernant l'incident d'hier, je ne prends pas parti, mais une épouse doit connaître sa place et respecter ses aînés. Tu viens d'entrer dans cette famille et tu discutes déjà avec ton mari, ta belle-sœur et même avec moi. C'est inacceptable. Elle continua. Pour être tout à fait honnête, si tu veux rester dans cette maison et avoir une vie paisible, la première chose que tu dois faire est de demander pardon. Je relevai la tête. Je savais que cette conversation n'était qu'un tribunal d'exception déguisé en réunion de famille. Je fixai Magnolia, me sentant incroyablement calme. Je crois que lorsqu'on pousse quelqu'un au-delà de sa limite absolue, la colère s'éteint pour ne laisser que la logique froide. Dure. Je demandai, à qui exactement devrais-je demander pardon? Magnolia répondit comme si elle avait répété, d'abord, à ton mari. Peu importe ce qui se passe, tu n'as pas le droit de discuter avec lui à table. Ensuite, demande pardon à Laetitia et à moi pour ton attitude irrespectueuse. Une épouse se comportant ainsi est intolérable. Je hochai lentement la tête et tournai mon regard vers Cassio. Il restait immobile, le menton levé, tel un empereur attendant la reddition d'un paysan. Il n'y avait pas une once de remords dans ses yeux. Je demandai, et à propos de la gifle d'hier, Cassio dédaigna. Tu es encore bloqué là, dessus? Je répondis, pourquoi? Ne le serais-je pas? Tu m'as frappé au visage devant ta mère et ta sœur. Je pense que cela mérite d'être discuté. Laetitia intervint immédiatement, mon Dieu, passe à autre chose. Mon frère a perdu patience. Ça arrive à tout le monde. C'est toi qui as mis la maison sans dessus-dessous. Je me tournai vers elle, un homme adulte perd patience et frappe sa femme. Et pour toi, c'est juste quelque chose qui arrive? Laetitia bafouilla une seconde, puis leva le menton, arrête de déformer mes paroles. Voyant la tension monter à nouveau, Magnolia interrompit, ça suffit. Ruminer sur hier ne résoudra rien. Je t'ai appelé ici pour trouver une solution. Si tu veux vraiment sauver ce mariage, tu dois apprendre à ravaler ta fierté. Je restai silencieuse un moment, puis demandai, en quoi consiste exactement votre solution? Magnolia, articulant chaque mot, exposa les termes. 1. Tu t'excuses auprès de Cassio et de nous tous. 2. Plus de discussions comme celle d'hier soir. 3. Quand tes congés seront finis, tu iras à ton bureau, et soit tu prendras un poste à temps partiel, soit tu démissionneras définitivement. Nous ne voulons pas de chaos dans cette maison. J'écoutais ces conditions et j'eus sincèrement envie de rire. C'était donc ça, leur idée de discuter comme des adultes? Aucune responsabilisation, aucune tentative de réparer la relation, juste me forcer à accepter une soumission totale sous prétexte de sauver le mariage. Je tendis la main et retirai mon masque bleu. La marque sombre et enflée sur ma joue était parfaitement visible, dans la lumière crue du matin. Je dis, regardez bien, c'est le prix que je paie pour ne pas avoir ravalé ma fierté. Magnolia cligna des yeux, mais détourna immédiatement le regard. Ne sois pas dramatique. Je la fixai, je suis dramatique? Ou est-ce vous qui avez complètement perdu la tête? Cassio parla enfin. Sa voix était basse, menaçante. Tu as fini? Je me tournai vers lui. Non, j'ai encore une question pour toi. Qui t'a donné le droit d'appeler mon patron et de discuter de ma démission dans mon dos? Cassio se figea une fraction de seconde. Un éclair très bref, mais je le remarquai. Il se reprit rapidement, je suis ton mari. Je vois ce qui est le
Mieux pour notre famille. Et je m'en suis occupé. Le mieux pour notre famille, répétai-je, ou le mieux pour me contrôler? La pièce plongea dans un silence de mort. Magnolia intervint rapidement. Comment peux-tu dire ça? Ton mari essaie de subvenir à tes besoins et tu l'accuses de choses terribles. Je regardais à travers elle. S'il s'en souciait vraiment, il n'aurait pas agi dans mon dos pour saboter ma carrière. Avant même que nous n'arrivions à l'hôtel. Laetitia resta bouche bée. Elle regarda Cassio, visiblement ignorante du fait qu'il avait fait cela. Le visage de Cassio s'assombrit davantage. Il frappa la table du poing. Qu'est-ce que tu veux à la fin, Alessia? Je répondis. Immédiatement, sans hésiter, je veux du respect. Cassio lâcha un rire moqueur. Du respect? Après la scène que tu as faite hier soir, tu exiges du respect? Je répondis lentement. Le respect n'est pas une récompense que l'on donne seulement aux gens qui s'inclinent devant soi. Cela fit taire tout le monde. Je repoussai ma chaise et me levai. Magnolia demanda, soudainement anxieuse. Où vas-tu? Je les regardai de haut. Je pense que cette conversation est terminée. Cassio bondit de sa chaise. Rassis-toi tout de suite. Je n'ai pas dit que tu pouvais partir. Je croisai ses yeux, ma voix ferme et totalement dénuée d'émotion. Tu confonds les choses, Cassio. À la seconde où tu as posé les mains sur moi, tu as perdu le droit de me dire de m'asseoir, de me lever, de rester ou de partir. Sur ce, je fis demi-tour et me dirigeai vers les escaliers. Derrière moi, j'entendis Magnolia crier, Laetitia haller et les grandes fracas d'une chaise qui Cassio avait violemment écarté. Je ne regardais pas en arrière. Si j'hésitais, ne serait-ce qu'une seconde, il m'encerclerait à nouveau, et ma décision était prise. Je n'allais pas rester pour la gifle numéro 2. Je montais, entrais directement dans la chambre et fermais la porte. Je ne la verrouillais pas immédiatement. Mes mains étaient fermes, mais mon cœur tambourinait contre mes côtes. En bas, Cassio hurlait une rage totalement déséquilibrée. Je comprenais parfaitement la psychologie. Un homme habitué à une dominance absolue ne peut tout simplement pas traiter la réalité de quelqu'un qui le regarde dans les yeux et s'en va. Je me tournai et saisis la poignée de ma valise. J'avais emballé tout ce qui était vital la veille au soir. Vêtements, documents, argent, chargeur, ordinateur. Tout ce qui restait était de choisir le moment de mon départ. Mon téléphone commença à vibrer sans cesse dans ma poche. Je le sortis. 5 appels, manqués de Cassio. 2 messages, descends ici tout de suite. Ne m'oblige pas à monter. Je lus les messages, verrouillai l'écran et envoyai un message à Barbara, je pars maintenant. Barbara appela immédiatement. Je décrochai en gardant la voix basse. Je sors par la porte dans 1 minute. Barbara demanda rapidement. Tu es seul? Je commande l'Uber? Je saisis la fermeture éclair de mon sac et répondis, commande-le, dis-lui. D'attendre au bout du pâté de maison, environ 4 maisons plus loin. Je ne veux pas que la voiture soit garée devant le garage. C'est fait, dit Barbara. Le chauffeur s'appelle Carlos, Honda noire. Je t'envoie la plaque. Compris, murmurai-je avant de raccrocher. À cet instant précis, des pas lourds résonnèrent dans le couloir. Cassio martela violemment la porte de la chambre. Alessia, ouvre cette foutue porte. Je pris une grande inspiration, passai la sangle de mon sac sur mon épaule, et tournai calmement le verrou de l'intérieur. La voix de Cassio monta jusqu'au hurlement. Je te le dis pour la dernière fois. Ouvre cette porte pour qu'on puisse discuter. Je restai parfaitement immobile au milieu de la chambre. La voix de Magnolia s'y joignit, frénétique. Alessia, ne fais pas de scène. Discutons simplement. Je regardai la porte, sans le moindre doute. Au cours des dernières 24 heures, j'avais entendu discuter calmement, ne pas faire de scène, et céder. Plus de fois que je ne pouvais compter. Mais ces mots n'avaient jamais été utilisés pour arrêter l'homme qui m'avait frappé. Ils n'étaient utilisés que pour bâillonner la victime. Je criai à travers la porte, je m'en vais. Le silence tomba de l'autre côté, pendant un battement de cœur. Puis Cassio rugit, tu n'oserais pas. Regarde-moi bien faire, répondis-je. Les coups sur la porte devinrent frénétiques. Le bois tremblait dans son cadre. Je reculai d'un pas, serrant mon sac inconsciemment. Cassio siffla à travers le bois, si tu sors de cette maison, tu n'y remettras plus jamais les pieds. Je souris d'un sourire sombre et sans humour. Ne t'inquiète pas, je prévoyais pas de revenir. C'était jeter de l'essence sur le feu. Je l'entendis hurler une suite d'insultes, suivies de la voix stridente de Laetitia. Cassio, elle bluffe. Si elle veut se comporter comme une moins que rien et partir, laisse-la. Magnolia paniqua, les enfants, arrêtez. Les voisins vont entendre. Je vérifiai mon téléphone. L'Uber arrivait dans 1 minute. Je vérifiai l'heure, puis regardai la fenêtre de la chambre. Nous étions au 2e étage. Le balcon donnait sur le jardin. Je n'avais pas besoin de sauter. J'avais juste besoin
d'une distraction. Je tirai ma valise près de la porte et j'attendis. La dispute dans le couloir commença à se déplacer vers les escaliers. On aurait dit que Magnolia entraînait physiquement Cassio pour l'empêcher de défoncer la porte et de causer un scandale dans le quartier. Dès que les voix descendirent l'escalier, je déverrouillai silencieusement le verrou et entr'ouvris la porte. Le couloir était vide. Je n'hésitais pas. La valise dans une main, le sac à l'épaule. Je sortis de la chambre, fermai la porte doucement et courus vers l'escalier de service au fond du couloir. Il menait directement à la buanderie et à l'arrière-cour. Il l'utilisait rarement, préférant l'escalier principal, mes pas étaient légers, rapides et portés par l'adrénaline. J'atteignis le rez-de-chaussée, traversai la buanderie et sortis par la porte de derrière. Je me figeai un instant dans le patio, à l'écoute. Les cris étaient encore confinés, au salon à l'avant. Ils n'avaient pas réalisé que j'étais parti. J'ouvris le portail latéral et traînai ma valise sur le trottoir. L'air frais du matin frappa mon visage, froid et incroyablement léger. J'étais hors de cette maison depuis moins de 30 secondes, et le poids étouffant sur ma poitrine diminuait déjà. Je courus pratiquement jusqu'au bout du pâté de maison. La Honda noire était garée exactement là où Barbara l'avait dit. Le chauffeur baissa la vitre. « Alessia ?» Je hochai la tête. « Oui. » « Pouvez-vous ouvrir le coffre, s'il vous plaît ?» Dès que je posai la valise dans le coffre, mon téléphone commença à sonner. C'était Cassio. Je regardai l'écran, refusai l'appel et bloquai immédiatement son numéro. Puis un autre appel arriva d'un numéro inconnu. Je bloquai celui-là aussi. Je montai à l'arrière, fermai la porte et regardai derrière moi, vers la rue qui menait à la maison où mon mariage avait duré moins de 48 heures. Les pelouses, soignées et les façades en briques semblaient parfaitement sereines. Personne passant par là ne devinerait jamais ce qui venait de se passer à l'intérieur. J'ajustai mon masque, appuyai ma tête contre le dossier et lâchai un long soupir. Tremblant, la voiture s'éloigna. Je savais qu'à partir de cet instant, je n'étais plus la belle-fille nouvellement mariée de la riche famille locale. J'étais juste moi, une femme se sauvant de la plus grande erreur de sa vie. L'Uber s'engagea sur l'autoroute, en direction du centre-ville. J'étais assise à l'arrière, mes mains encore glacées malgré le soleil éclatant du matin qui entrait par les vitres. Le téléphone dans ma poche vibrait sans cesse. Bien que j'ai bloqué Cassio, des numéros inconnus continuaient d'apparaître. Je n'avais pas besoin de deviner qui ils étaient. Cette famille ne me laisserait pas partir, facilement non pas parce qu'ils m'aimaient, mais parce que leurs égos ne supportaient pas que quelqu'un échappe à leur contrôle. J'ouvris un peu la fenêtre. Le bruit du vent sur l'autoroute envahit la cabine, apportant l'odeur de fumée et d'asphalte. C'était la plus belle chose que j'ai jamais respirée. Il y a un peu plus d'un jour, j'étais en robe blanche, souriante devant les caméras, croyant entrer dans un partenariat amoureux. Maintenant, j'étais à l'arrière d'un Uber avec ma vie dans une valise, le visage meurtri, le cœur brisé, mais l'esprit plus clair que jamais. Barbara m'envoya « Préviens quand tu es proche ». Je répondis « Je suis dans la voiture ». Après une pause, j'ajoutai « Merci ». Elle répondit instantanément « Tais-toi. Arrive vite. On s'occupe du reste ». Je regardais. L'écran et les larmes montèrent aux yeux. Parfois, une phrase directe d'une amie est tout ce dont on a besoin pour se rappeler qu'on ne mène pas une guerre seul. 20 minutes plus tard, la voiture s'arrêta devant l'immeuble de Barbara. Je pris ma valise et levai les yeux. Barbara attendait déjà derrière les portes, vitrées du hall. À la seconde où elle me vit, elle accourut dehors et me prit dans ses bras. Elle ne posa pas une seule question. Je restai raide une seconde, puis je lui rendis lentement son étreinte. Depuis, la gifle de la nuit précédente, je n'avais pas versé une seule larme. Non pas parce que j'étais surnaturellement forte, mais parce que je savais que si je commençais à pleurer dans cette maison, il l'utiliserait contre moi. Mais, là, en enfouissant mon visage sur l'épaule de ma meilleure amie, une énorme boule se forma dans ma gorge. Barbara s'écarta un peu, regarda mon visage et siffla entre ses dents « C'est lui qui a fait ça ?» Je hochai la tête. Ses yeux brillèrent, d'une furie pure et inaltérée. « Quel déchet !»« Allez, on monte !» murmura-t-elle. L'appartement de Barbara était petit, mais incroyablement chaleureux. À la seconde où j'entrai, je sentis un poids de 50 kilos tomber de mes épaules. Barbara porta ma valise dans la chambre d'amis. « Reste ici aussi longtemps que tu en as besoin. » Je m'assis sur le bord du lit simple, regardant la chambre lumineuse, les draps propres, le bureau près de la fenêtre, et je laissai enfin la tension quitter mes muscles. J'avais vraiment réussi à sortir. Barbara apporta une tasse de thé chaud et s'assit face à moi. « Bon, raconte-moi. » Tout. Je pris une gorgée et commençai à parler. Je lui racontai le dîner, les exigences pour servir Laetitia, Cassio essayant de me forcer à démissionner, la
Découverte de son appel à mon patron et la gifle devant sa mère et sa sœur. Je racontais comment Magnolia utilisait sa voix mielleuse pour exiger des excuses, comment Cassio avait tenté de défoncer ma porte et comment il s'était assis à la table du petit déjeuner en attendant que je me courbe comme un chien dressé. Barbara écouta sans m'interrompre, ses mains serrant de plus en plus sa propre tasse. Quand j'eus fini, je sortis mon téléphone et lui montrai les photos, lui, fis écouter l'enregistrement audio et lui montrai les emails de Henrik, mon patron. Barbara révisa tout, puis leva les yeux. Tu vas demander le divorce? On. Je ne répondis pas immédiatement. Je regardais la fenêtre où le soleil jetait un long rayon de lumière sur le sol. 36 heures plus tôt, j'étais une mariée. Maintenant, je contemplais le mot divorce. C'était une pilule amère, mais étrangement, je ne ressentis aucune hésitation. Oui, dis-je. Je ne retournerai jamais là. Bah. Barbara hocha la tête fermement. Très bien. Ne reviens pas. Mais nous devons faire ça dans les règles. Tu as des preuves. Maintenant, nous avons besoin d'un avocat. Je me souvins du nom que j'avais vu la nuit précédente. D'accord. J'appellerai Fabricio d'abord pour tâter le terrain, puis je trouverai un King. Et tes parents? Demanda Barbara. Ils le savent? Je secouai la tête. Non. J'avais trop peur de leur dire tant que j'étais coincé dans cette maison. J'étais terrifié à l'idée que mon père accourt là, bas avec une batte de baseball, et que les choses dégénèrent avec la police, alors que j'étais encore sous leur toit. Barbara soupira. Tu dois leur dire, Al, mais attends peu, être jusqu'au soir, quand tu auras décompressé. Pour l'instant, ta priorité est de te reposer et de manger quelque chose. Nous organiserons la War Room ce soir. J'ai hoché la tête. J'avais désespérément besoin de me recalibrer, non pas pour pleurer un mariage mort, mais pour m'assurer que chaque étape suivante soit impeccable. Mon téléphone vibra sur la table. Un autre numéro inconnu. Je le regardai une seconde et refusai l'appel. Quelques secondes plus tard, un e-message apparut. Alessia, tu as fait une grosse erreur. Si tu as eu l'audace de partir, ne viens pas pleurer quand notre famille te ruinera. Tu ne t'en sortiras pas indemne. C'était Laetitia. Je le lus et j'arrivais même à sourire. Même maintenant, il pensait que les menaces étaient le moyen de me dompter. Je pris une capture d'écran, la déplaçai dans le dossier des preuves et bloquai le numéro. Barbara me regarda. C'était qui? L'ex-belle-sœur, répondis-je. Prononcer le mot ex me donna mon premier élan d'énergie véritable depuis des jours. Mais je savais aussi que franchir la porte n'était que la première étape. Une bataille juridique se profilait, et cette famille n'allait pas abandonner. Sans bruit. Cet après-midi-là, après avoir mangé un bol de pâtes préparé par Barbara, je m'assis à la petite table près de la fenêtre. J'organisais mon téléphone, carnet de notes et mes documents, établissant ma chronologie. Plus j'organisais, plus l'image devenait claire. Les événements des 2 derniers jours semblaient chaotiques sur le moment, mais, sur le papier, ils formaient une chaîne d'abus et de contrôle hautement calculée, depuis Cassio appelant secrètement mon patron avant le mariage, l'exigence immédiate que j'abandonne ma carrière, l'utilisation du premier dîner en famille comme test de loyauté, la violence physique et le gaslighting familial. Orchestré. Rien n'était une erreur. J'étais juste tombé dans une jolie façade. Barbara s'assit en face de moi, m'aidant à rédiger la chronologie. Tu as déjà l'acte de mariage? Demanda-t-elle. J'ai la copie certifiée dans mon dossier, dis-je. Parfait, dit-elle. Identité, contrat de travail, relevé, bancaire, message, audio, photo de la blessure regroupe tout. Plus nous serons détaillés, mieux ce sera. Je sortis mon dossier et commençai à empiler les documents. En regardant la pile, je me souvins soudain de la veille de mon mariage. Ma mère était assise, sur mon lit, me tenant les mains, et disait « Alessia, quand tu entres dans un mariage, n'oublie jamais de te protéger. » J'avais ri sur le moment, disant qu'elle regardait trop de documentaires criminels. Assise ici maintenant, je réalisais qu'on ne comprend vraiment les avertissements de sa mère que, lorsqu'on saigne. Je pris mon téléphone, fis défiler les contacts et appelai Fabricio. Ça sonna. Quelques fois avant qu'il ne décroche. Fabricio. Salut, c'est Alessia. Il sembla surpris. Oh, salut Alessia. Félicitations. Qu'est-ce qui se passe? J'échangeai un regard avec Barbara et allai droit au but. J'ai besoin de conseils juridiques sur un mariage et une procédure d'annulation ou de divorce. C'est une urgence. Fabricio resta silencieux un instant. Si c'est une urgence, donne-moi les points principaux. Je donnai la version stérile et factuelle. Marié depuis 2 jours, agressé physiquement par mon mari, coercition financière et professionnelle. J'avais fui le domicile conjugal et j'avais des preuves solides de tout. Quand j'eus fini, le ton décontracté de Fabricio disparut. Il était totalement en mode avocat. D'accord. Étape 1. Tu dois aller aux urgences ou à l'hôpital.
Immédiatement pour faire documenter médicalement cette contusion. Dis exactement. Qui a fait ça? Étape 2. Sauvegarde tous les fichiers originaux. Ne coupe pas et n'édite pas l'audio. Étape 3. Si c'est fini pour de bon, tu as besoin d'une avocate spécialisée en droit de la famille implacable. J'en connais une en ville. Qui est une bête au tribunal. Son nom est Maître Antonia. Je t'envoie son contact. Je sentis le nœud serré dans ma poitrine se relâcher un peu. Merci, Fabricio. Vraiment. Et Alessia, ajouta Fabricio, à partir de cette seconde, si sa famille te contacte avec des menaces, documente. Ne rencontre pas ton mari, seul, lieu public ou seulement avec un représentant. Entendu, dis-je, je raccrochai et Barbara haussa les sourcils. Alors? Il va m'envoyer le numéro d'un requin, répondis-je. Barbara exhala bruyamment. Dieu merci. À ce moment-là, mon téléphone sonna à nouveau. Maman. Je regardais l'écran, mes mains me semblant soudain de plomb. Je savais que je devais lui dire, mais au moment venu, ma poitrine se serra. Barbara tendit la main et toucha la table. Réponds, Al. Tu ne peux pas te cacher éternellement. Je fis glisser pour accepter. Salut, maman. Alessia, où es-tu? Demanda-t-elle immédiatement. J'ai appelé plus tôt. Tu n'as pas répondu. Ta voix est bizarre. Je me mordis la lèvre. Tous les discours soigneusement préparés s'évaporèrent. Tout ce que je réussis à dire fut « Maman, je suis chez Barbara ». La ligne devint silencieuse comme la mort. Chez Barbara, pourquoi n'es-tu pas chez Cassio? Je fermai les yeux très fort. Maman, je dois te raconter ce qui s'est passé. Je racontais tout. Je n'adoucissais rien. Je ne minimisais rien. Et je n'exagérais rien. Au début, ma mère était dans un silence sépulcral. Mais quand j'arrivai à la partie où Cassio m'avait frappé au visage à table, je l'entendis pousser un soupir aigu. En arrière-plan, la voix forte de mi père coupa soudainement. Il l'a frappé? Ma gorge se serra, mais je forçai le mot à sortir. Oui. Il y eut un silence horrible sur la ligne, puis ma mère commença à sangloter. L'entendre pleurer brisa la barrière que j'avais maintenue toute la journée. Tournai la tête vers la fenêtre. Mes propres yeux brûlants de larmes. Puis mon père prit le téléphone. Sa voix tremblait de rage, mais il parla avec une clarté absolue et terrifiante. Alessia, n'aie pas peur. Ta mère et moi, montons dans la voiture tout de suite. La panique monta dans ma poitrine. Papa, non, n'allez pas chez eux. Je suis déjà parti. Je suis en sécurité chez Barbara. Je règle ça légalement avec une avocate, avec des preuves. N'allez pas là, va leur donner des munitions pour qu'ils appellent la police contre vous. Ça ne fera qu'empirer les choses. Mon père resta silencieux un long moment. Finalement, il dit lentement, très bien, je t'ai entendu. Mais souviens-toi de ceci. Notre famille n'a peur de personne. Tu n'auras jamais, au grand jamais, à tolérer d'être traité ainsi. Les larmes débordèrent enfin sur mes joues. Après cet appel, je restai assis en silence un long moment. Barbara ne dit pas un mot. Elle fit simplement glisser une nouvelle tasse de thé sur la table. Je sus alors qu'il n'y avait absolument aucun retour en arrière, et honnêtement, je ne le voulais pas. Le lendemain matin, je me réveillai tôt. Malgré l'épuisement mental des derniers jours, je n'arrivais pas à dormir profondément. Le soleil du matin entrait par les persiennes de Barbara, dessinant une bande lumineuse sur le sol. Je m'assis sur le bord du lit et touchai doucement ma joue gauche. Le gonflement avait légèrement diminué. Mais la douleur sourde était toujours là. Ce n'était plus un choc, c'était un rappel froid. Si je montrais de la faiblesse, je serais soumise à cette douleur à nouveau. Barbara était déjà dans la cuisine. En m'entendant bouger, elle se tourna. J'ai fait des flocons d'avoine. Mange, et ensuite nous allons au service des urgences. J'ai hoché la tête. Nous nous assîmes l'une en face de l'autre, mangeant dans un quasi-silence. Parfois, l'amitié n'a pas besoin d'un monologue. Un bol chaud de flocons d'avoine le pire matin de votre vie suffit pour se sentir ancré. Après le petit déjeuner, je mis un gant et un pull, attachai mes cheveux et rangeai mon dossier de preuves dans mon sac. Avant de sortir, je vérifiai mon téléphone. Plusieurs autres appels manquaient de numéros inconnus. Et un e-message. De Cassio envoyé d'un email iCloud, si tu as un gramme de santé mentale, rentre à la maison et parlons comme des adultes. Ne pousse pas cela au-delà du point de non-retour. Je regardai l'écran, pris une capture d'écran et la jetai dans le dossier des preuves. Les mots sonnaient raisonnables pour quelqu'un de l'extérieur, mais je connaissais la traduction. C'était le ton d'un homme qui croyait encore, pleinement être le maître des frontières de ma réalité. La salle d'attente des urgences était bondée. Le son d'une télé dans un coin, le clic des claviers, le bruit des pas, tout semblait bizarrement normal. Je m'assis sur la chaise en plastique, serrant mon dossier, me feeling.
incroyablement épuisé. Il y a quelques jours, je débattais de quelle photo poster de ma lune de miel. Maintenant, j'attendais un médecin pour documenter une agression domestique. Quand l'assistante me demanda comment je m'étais blessé, je fis une pause d'une seconde avant de dire clairement. Mon mari m'a frappé. Dire cela à un étranger dans un cadre clinique fut brutal. Mais au moment où les mots sortirent de ma bouche, un poids énorme fut enlevé. Admettre la vérité à voix haute est la première étape pour tuer le déni. Elle documenta la contusion sur les tissus mous de ma pommette gauche, nota le gonflement, prit des photos médicales et me remit les documents de sortie. En sortant de la clinique avec ce dossier médical en main, mon sang se glaça, mais ma colonne vertébrale était d'acier. C'était officiel. C'était sur le papier. Personne ne pourrait jamais me faire croire que ce n'était pas si grave. Cet après-midi-là, Barbara et moi entrâmes dans le bureau du centre-ville de Maître Antonia, l'avocate que Fabricio avait recommandée. C'était un bureau élégant et silencieux, avec des fenêtres allant du sol au plafond. Je m'assis à la lourde table en acajou, sortant les éléments de mon dossier un par un, les photos de mon visage, le rapport médical, le fichier audio sur une clé USB, les messages menaçants de Laetitia, les messages manipulateurs de Cassio et les emails de mon patron confirmant l'interférence de Cassio. Antonia révisa tout avec le détachement clinique d'un chirurgien. Elle posa quelques questions pour clarifier la chronologie, puis remonta ses lunettes aisées. Me regarda droit dans les yeux. « Vous avez fait exactement la bonne chose en partant immédiatement », dit Antonia. « Quand un mariage commence par une violence physique aiguë et une coercition financière en 48 heures, toute tentative de réconciliation n'est que se soumettre à une situation d'otage. » Je restai assise en silence, absorbant ses paroles. Elle continua, « Comme le mariage est très court, nous déposerons une demande d'annulation basée sur l'erreur essentielle spécifiquement qu'il a déformé ses intentions concernant votre carrière et votre sécurité physique pour vous inciter au mariage. Si le juge n'accorde pas l'annulation, nous passerons immédiatement à un divorce. » Litigieux, citant une cruauté physique et mentale extrême et répété. L'enregistrement audio va l'enterrer. La règle d'or maintenant, contact, absolument zéro. S'il se présente à votre travail ou chez vos parents, nous demanderons une mesure de protection. Je comprends, dis-je. En sortant du cabinet d'avocat, la ville passait à la nuit. Le vent venant de la mer était chaud et apportait l'odeur de Sopolo. Pour la première fois depuis la gifle, je ne me sentais pas comme une épave, prise dans un ouragan. J'avais une stratégie. J'avais une représentation légale. J'avais des preuves. J'avais mes amis et mes parents formant une barrière, impénétrable derrière moi. Si la famille de Cassio pensait que j'allais ramper, pour supplier d'être une épouse traditionnelle, ils avaient très mal calculé. 3 semaines plus tard, les papiers furent officiellement remis. J'étais dans le bureau d'Antonia, regardant un épais classeur juridique avec mon nom dessus. J'avais l'impression de regarder les débris d'une tornade qui était passée dans ma vie. Les photos, les dossiers médicaux, la transcription de l'audio, les messages regroupés, ce n'était pas une série de désaccords malheureux. C'était un portrait cristallin d'un piège auquel j'avais échappé de justesse. La famille de Cassio sombra dans le désespoir. D'abord, Cassio bombarda mon téléphone via des applications tierces. Quand je ne répondis pas, son ton passa de « j'ai perdu la tête, réparons ça » à des menaces cruelles. Tu crois que quelques enregistrements te rendent intouchable? Tu regretteras d'avoir essayé d'humilier ma famille. Je pris une capture d'écran de chacun et les envoyai à Antonia. Magnolia alla jusqu'à trouver le numéro de portable de ma mère et l'appela. Elle joua le rôle de la mère éplorée et victime, se plaignant que j'étais irrespectueuse, que j'avais fui, que j'avais brisé le cœur de son fils et que j'essayais maintenant de traîner le bon nom de la famille dans la boue au tribunal. Ma mère l'écouta, la laissa finir, puis dit une seule phrase, « Votre fils a posé les mains sur ma fille. Elle a tout le droit de partir. » Et elle raccrocha. Je n'avais jamais compris la véritable valeur d'un système de soutien solide. Jusqu'à cet instant précis. Une séance de médiation obligatoire fut fixée peu après les dépôts. J'entrai dans la salle de conférence avec Antonia. Cassio entra avec son avocat, paraissant complètement décomposé. Laetitia n'était pas là, mais l'énergie toxique de sa famille rayonnait de lui. Cassio me fixa tout le temps. Ses yeux étaient un mélange de fureur et de perplexité authentique. Il ne parvenait pas à comprendre comment la femme qui lui avait souri à l'hôtel était maintenant assise en face de lui, flanquée d'une avocate redoutable, le regardant avec une indifférence absolue. Le médiateur demanda s'il y avait une place pour une réconciliation. Je répondis fermement « Non ». Quand on me demanda de développer, je dis « Je refuse de rester légalement lié à un homme qui use de violence physique et à une famille qui voit le contrôle psychologique et financier comme des valeurs traditionnelles. » Cassio explosa instantanément, j'ai perdu la tête une fois et elle a tout planifié. Elle m'a poussé à bout, a enregistré et a fui. Elle essaie de m'extorquer. Je le regardais, et,
Pour la première fois, je ne ressentis pas de douleur. Je ressentis de la pitié. C'était vraiment pathétique. Je demandais, si je n'avais pas enregistré, Cassio, serais-tu assis ici aujourd'hui à admettre que tu m'as frappé? Il ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Antonia tendit calmement la main et toucha son ordinateur portable. Le fichier audio de ce dîner résonna fort dans la salle de conférence silencieuse. Je te le dis pour la dernière fois. Serre le ragoût. Le claquement sec et indéniable de la gifle. La voix de Laetitia, elle l'a mérité. La voix de Magnolia, une femme mariée doit apprendre à céder. Chaque mot tomba dans le silence de la pièce comme une guillotine, coupant les derniers fils désespérés des Leos Mensonges. L'avocate de Cassio firma sa mallette et se massa les tempes. Il savait que c'était fini. Après cela, le processus juridique avança rapidement. Ils cessèrent d'essayer de m'intimider et tentèrent seulement de faire traîner la paperasse, mais Antonia poussa tout implacablement. Je ne pressais pas ma guérison. Je retournai au travail. Henrique, mon patron, tint sa parole et s'assura que ma promotion soit approuvée, gardant ma vie professionnelle entièrement isolée du drame. Barbara garda la chambre d'amis ouverte pour moi jusqu'à ce que je sois prête à déménager. Mes parents appelaient tous les jours, non pour fouiner, mais juste pour s'assurer que je mangeais et que je prenais soin de moi. Quelques mois plus tard, l'annulation fut finalisée. Je sortis du tribunal du centre-ville en tenant le décret signé à la main. Je regardais le ciel bleu pur de San Polo. Le vent ébouriffa mes cheveux. L'hématome sur ma joue avait disparu depuis des mois, mais je savais que j'étais sorti de là avec quelque chose de beaucoup plus permanent qu'une cicatrice. Je m'étais sauvé moi-même. Je n'avais pas sauvé le mariage, mais j'avais sauvé ma vie d'être écrasé par Loï. Finalement, je me plongeais dans mon nouveau poste de chef d'équipe et louais un bel appartement près du bureau. Je passe mes week-ends à rendre visite à mes parents, à déjeuner avec Barbara et à réapprendre lentement à vivre sans regarder constamment par-dessus mon épaule. Je ne crois plus aux promesses de contes de fées faites sur les autels. Mais je n'ai pas perdu foi en moi-même, juste à cause d'une erreur catastrophique. J'ai appris la leçon la plus difficile de toutes. Une femme peut aimer de tout son cœur, mais elle doit toujours garder une stratégie de sortie, un esprit clair et un contrôle inébranlable sur sa propre dignité.